Automne 1983 en Virginie. 4 hommes partent à la chasse aux cerfs. L'un d'eux ne reviendra jamais. Les autorités concluent que la mort a été accidentelle, mais un expert en assurance n'est pas de cet avis. 1 an plus tard, les agents du FBI n'auront pas le choix. Ils devront enregistrer les aveux de leur suspect avant que leur informateur ne devienne lui-même une autre victime d'un faux accident de chasse. Le 21 novembre 1983, près de Roanoke en Virginie, David Fisher, âgé de 41 ans, s'en alla à une partie de chasse avec les 3 personnes les plus proches de lui. Son beau-fils de 16 ans, son ami Bobby Mulligan, 22 ans, et David Wilkie, 18 ans. Pour ce dernier, Fisher était un peu le père qu'il n'avait jamais eu. Les hommes étaient partis à l'aube. Ils n'avaient pas vu un seul cerf quand ils parièrent 50 $ sur le premier qui en abattrait un. Le beau-fils de Fisher, qui en avait assez de suivre le groupe, lui demanda la permission de partir seul de son côté. Fisher lui recommanda de ne pas aller trop loin. L'adolescent n'avait guère l'habitude de se promener en forêt. Il s'était à peine éloigné quand il entendit quelqu'un du groupe crier qu'il avait vu un cerf. Il entendit ensuite un coup de feu. Il s'empressa de rejoindre le groupe pour voir qui avait remporté la mise. Il trouva les hommes à quelques mètres seulement de l'endroit où il les avait laissés plus tôt, assis à flanc de colline. Le jeune David Wilkie avait été atteint d'un projectile. Il était toujours en vie, mais le groupe était à plusieurs kilomètres du téléphone le plus proche. Fisher demanda à son beau-fils d'aller chercher de l'aide au plus vite. 30 minutes plus tard, il avait rejoint des sauveteurs. C'est le lieutenant Michael Ashworth du service de chasse et pêche de la Virginie qui fut dépêché sur les lieux. Le bureau du shérif de Bedford County m'a appelé vers 15 heures pour me signaler un accident de chasse. Je me suis immédiatement rendu sur les lieux. C'était au sud de Bedford County, près du chemin Stone Mountain. Malheureusement, c'était déjà trop tard. David Wilkie était mort avant qu'on ne puisse le soigner. Le lieutenant demanda au chasseur de lui décrire les événements. Bobby Mulligan déclara qu'il avait vu un cerf et que David Wilkie, dans son enthousiasme, était parti devant les autres. Mulligan et Fisher le suivaient. En descendant une pente, Mulligan perdit pied sur un tapis de feuilles sèches. Lors de sa chute, le coup de feu partit accidentellement. David Fisher déclara alors au lieutenant qu'il avait vu toute la scène du haut de la pente. Il se trouvait derrière les 2 jeunes hommes au moment du coup de feu. Il avait aperçu Wilkie tomber et il était accouru pour lui venir en aide. Il ajouta qu'il avait posé un morceau de linge sur la blessure au dos de Wilkie pour arrêter l'hémorragie. Il tentait de réconforter son jeune ami jusqu'à l'arrivée des secours. Mais à peine quelques minutes plus tard, Wilkie cessa de respirer. Les enquêteurs examinèrent les alentours à la recherche de tout indice pouvant corroborer la déposition des hommes. Ils identifièrent l'endroit où Mulligan était tombé.
La taille de la blessure dans le dos de Wilkie correspondait à une blessure causée par ce type d'arme et à cette distance. Rien n'allait à l'encontre des déclarations de Fisher et de Mulligan. Les experts se concentrèrent ensuite sur l'arme qui avait tiré le coup de feu fatal. Personne n'y avait touché depuis le dernier coup de feu. Lorsque le lieutenant ouvrit le barillet, il constata que la cartouche s'y trouvait toujours. Les enquêteurs n'arrêtèrent pas les deux hommes, mais ils leur demandèrent de se rendre au bureau du shérif pour un interrogatoire. Comme les chasseurs s'étaient aventurés sur un terrain privé par mégarde, ils furent accusés d'avoir chassé sur une propriété privée. L'homme qui avait tiré le coup de feu fatal, Bobby Mulligan, fut également accusé d'utilisation imprudente d'une arme à feu et d'avoir chassé sans permis de chasse au gros gibier. C'étaient des accusations mineures. Mais Fisher et Mulligan devraient répondre de leurs actes en cours. D'ici là, ils pouvaient rentrer chez eux à Charlotte, en Caroline du Nord. Comme le voulait la procédure, le corps de David Wilkie fut soumis à une autopsie. On conclut que sa mort avait été causée par le sectionnement de l'aorte et par des lacérations aux poumons provoquées par un seul projectile. En plus de la balle de calibre 12, le médecin légiste recueillit de la bourre de carton qui provenait de la cartouche. Les experts purent confirmer que le projectile provenait bien de l'arme de Mulligan. Un mois plus tard, Fisher et Mulligan durent se défendre des accusations mineures qui pesaient contre eux devant la cour de Virginie. Le juge condamna Mulligan à une peine avec sursis de même qu'une amende de 585 $. Quant à Fisher, il fut condamné à payer une amende de 220 $. On remit aux deux hommes l'arme à feu et on ferma le dossier. Deux jours plus tard, une compagnie d'assurance reçut une réclamation suite à la mort du jeune homme. Le montant de la police de Wilkie, advenant un décès accidentel, se chiffrait à 100 000 $. Bien que la signature de Wilkie apparût sur les formulaires, il n'était pas le titulaire de cette police. C'était son ami David Fisher qui payait cette assurance vie et il en était l'unique bénéficiaire. Il n'y avait là rien d'illégal, mais l'agente d'assurance qui s'occupait de l'affaire trouva étrange que Fisher ne soit ni le père du jeune homme, ni son associé d'affaires. Elle décida de contester cette réclamation. Le 6 janvier 1984, la compagnie engagea Harlan Davis, un spécialiste en réclamation d'assurance, afin qu'il détermine si la mort de David Wilkie était accidentelle. On nous a appelés pour nous demander de faire enquête sur les liens qui reliaient entre eux Bobby Mulligan, David Fisher et David William Wilkie. On nous a également demandé de vérifier le dossier du service de police, d'obtenir le rapport du médecin légiste et de reconstituer les circonstances de sa mort. Davis tenta alors de contacter Fisher et Mulligan, mais sans succès. Il rejoignit toutefois la mère de Wilkie en Floride. Celle-ci lui dit que son fils était parti vivre à Charlotte, en Caroline du Nord, moins d'1 an plus tôt. Le jeune homme de 18 ans avait entendu dire que son père s'était rendu à Charlotte pour y voir des membres de sa famille. Wilkie n'avait pas vu son père depuis l'enfance. Sa mère déclara qu'il était parvenu à rencontrer brièvement son père, mais que celui-ci avait quitté Charlotte avant qu'il ne se soit revu.
L'homme ne voulait rien savoir de lui. C'est à ce moment-là que Wilkie avait rencontré Fisher. David Wilkie se cherchait un père, car il n'en avait pas. Ses parents étaient séparés et il n'était pas proche de lui. C'était comme s'il ressentait, au fond de lui, le besoin très fort de connaître son père. Et c'est ce qui explique la relation étroite qu'il a développée avec David Fisher. Il se cherchait un père et il a fini par se trouver un bon ami. Suite à la mort de Wilkie, Fisher avait appelé sa mère pour lui dire que le jeune homme avait dit souhaiter être incinéré. La mère crut Fisher et elle ordonna l'incinération, car visiblement ce Fisher semblait avoir des liens très étroits avec son fils. L'agent d'assurance finit par retrouver la trace de David Fisher. Il lui demanda d'expliquer pourquoi il avait acheté une police d'assurance vie au nom du jeune homme. Fisher lui répondit que Wilkie voulait une assurance vie car il avait l'intention de se marier. Comme sa fiancée ne voulait pas payer cette assurance, le jeune homme de 18 ans s'était tourné vers Fisher. Wilkie n'avait pas d'argent. Fisher lui en prêta et il l'embaucha pour qu'il puisse éventuellement rembourser son prêt. Fisher était le propriétaire et le directeur d'une société qui comptait plusieurs employés, dont Bobby Mulligan. Les services de la morgue et des pompes funèbres appelaient les services Fisher pour faire transporter des corps à leurs installations depuis la scène d'accident. Fisher et ses hommes travaillaient surtout après 11 heures le soir. Certaines semaines, ce travail pouvait se révéler fort lucratif. S'il n'y avait aucun décès, cependant, ils ne touchaient rien. Et quand il n'y avait pas de corps à transporter, ils devaient trouver d'autres sources de revenus. L'enquêteur se demandait pourquoi Fisher avait payé l'assurance de Wilkie si celui-ci avait un revenu. L'homme d'affaires lui répondit qu'il n'effectuait ses paiements à la compagnie d'assurance qu'après avoir reçu l'argent de Wilkie. Fisher semblait avoir réponse à tout. Le spécialiste en réclamation termina son enquête au printemps 1984. Sa société transmit ses conclusions à la compagnie d'assurance. Nous leur avons fortement recommandé de ne pas payer le montant de la réclamation. Nous leur avons également dit qu'ils devaient poursuivre l'enquête et faire la lumière sur la fusillade. Nous leur avons dit que la situation nous apparaissait suspecte. La compagnie d'assurance confia l'affaire à un avocat de Greensboro en Caroline du Nord. Fisher fit alors une déclaration écrite sous serment selon laquelle il était présent au moment où le jeune homme avait signé sa police d'assurance. L'avocat demanda encore une fois à Fisher de lui décrire les événements. De nouveau, Fisher déclara que Mulligan était à environ 5 mètres derrière Wilkie quand le coup était parti. L'avocat parla ensuite à Fisher du rapport du coroner. On avait trouvé 2 morceaux de bourre de carton du projectile dans la poitrine de Wilkie. Pour que cette bourre se soit retrouvée là, le coup de feu avait manifestement été tiré à moins de 5 mètres. Cet indice ne permettait pas de conclure à un meurtre, mais il était assez convaincant pour que l'avocat puisse remporter une poursuite au civil contre lui. Il offrit toutefois à Fisher de lui verser la somme de 25 000 $ pour régler cette affaire hors cours. La somme correspondait au montant qu'aurait dû assumer Fisher pour assurer sa défense en cours. Il accepta. Ils craignaient que s'ils ne parvenaient pas à s'entendre sur une certaine somme, David Fisher pourrait les poursuivre pour avoir contrevenu à la loi en ne lui payant pas une réclamation qu'il était en droit de toucher. La mort de David Wilkie, l'ami et employé de Fisher, s'était donc soldée par un gain de 25 000 $ pour Fisher. Mais le prêt qu'il avait consenti à son ami allait bientôt lui être remboursé d'une façon plutôt inattendue. Au cours d'une expédition de chasse en Virginie, David Wilkie, 18 ans,
avait été tué et sa mort avait été déclarée accidentelle. L'homme que l'adolescent considérait comme un père avait touché la somme de 25 000 $ à titre d'unique bénéficiaire de l'assurance vie du jeune homme. Un an et demi plus tard, au printemps 1985, l'agent spécial Robert McDowell du bureau du FBI de Charlotte reçut un appel d'un de ses informateurs. Au début de l'année 1985, un de mes informateurs m'a raconté une histoire selon laquelle un de ses amis avait été approché pour tuer quelqu'un en échange d'un montant d'assurance vie, mais qu'il avait décliné l'offre. Au début, je n'ai pas compris pourquoi il me donnait ces informations, ni pourquoi cet ami avait alors décidé de parler de cette affaire. Au cours des 2 semaines suivantes, l'agent parla à plusieurs occasions à son informateur. Celui-ci affirma que la vie de son ami surnommé Bear était en danger. Les agents du bureau du FBI de Charlotte désiraient rencontrer cet individu à leur bureau. Mais l'informateur déclara que Bear hésitait à venir parce que c'était un ex-prisonnier. Il n'accepterait de les voir que dans un endroit neutre. Les agents décidèrent donc de le rencontrer dans un parc. L'agent spécial James Lillard, qui travaille présentement comme agent secret, aida l'agent Robert McDowell à mener cette opération. Robert, avec qui je travaillais, m'a demandé de l'accompagner pour cette rencontre où il comptait en apprendre davantage sur toute cette affaire. Lillard devait surveiller son collègue à distance au cas où il s'agirait d'un coup monté. Bear arriva à l'heure. Son vrai nom était Gerald Stedham. Il déclara qu'un certain David Fisher avait menacé de le tuer parce qu'il lui devait plusieurs milliers de dollars. Stedham déclara en plus que Fisher avait tué un certain David Wilkie environ 1 an plus tôt. Les agents étaient sceptiques. Quand on entend de telles déclarations, on trouve ça plutôt incroyable. On se gratte la tête en se demandant si l'individu nous dit la vérité ou pas. Stedham pouvait avoir exagéré un peu, comme il pouvait avoir inventé l'histoire de A à Z. Stedham espérait obtenir la protection du FBI en échange des informations qu'il venait de leur révéler à propos de David Fisher. Mais lorsque les agents demandèrent à Stedham s'il accepterait de porter un micro pour prouver ses allégations, l'ex-prisonnier refusa. Il avait eu plusieurs mauvaises expériences avec les autorités dans le passé. Il nous a tout de suite dit qu'il ne faisait confiance ni à la police, ni aux agents du FBI, ni à personne d'autre d'ailleurs. Il s'agissait pour nous de gagner sa confiance pour qu'il travaille avec nous et ne se retire pas de l'affaire maintenant qu'il avait fait un premier pas. Il fallait que l'agent McDowell en sache davantage sur Fisher. En vérifiant ses antécédents, il découvrit que David Fisher avait plusieurs faux noms et qu'il avait été condamné 25 fois pour divers crimes allant de vol simple à la contrefaçon. Quelques années plus tôt, Fisher avait témoigné lors du procès d'un membre important du crime organisé et on l'avait alors fait bénéficier d'un programme de protection des témoins. Peu de temps après, toutefois, on avait cessé de le protéger car ses agissements criminels allaient à l'encontre des règlements du programme. Les agents vérifièrent ensuite les dossiers en Virginie pour corroborer les renseignements fournis par Stedham. Il y avait bien eu un accident de chasse au cours duquel un certain David Wilkie s'était fait abattre d'un projectile dans le dos. Donc, ce décès avait bel et bien eu lieu. Il nous fallait ensuite savoir si quelqu'un avait un mobile pour commettre ce meurtre. Pourquoi cette mort avait-elle eu lieu? Y avait-il d'autres détails pertinents à connaître? McDowell rencontra Stedham de nouveau pour en savoir un peu plus. Comme la dernière fois, celui-ci avait refusé de se rendre au bureau du FBI et il retrouva l'agent dans le stationnement d'un restaurant. Stedham promit au FBI de dire tout ce qu'il savait de Fisher, mais il refusa de porter un micro pour recueillir les preuves de ce qu'il avançait. Stedham croyait que Fisher le tuerait s'il découvrait qu'il l'avait piégé. Et il ne croyait pas que le FBI le protégerait s'il était ainsi démasqué. Mais avant même que McDowell n'ait réussi à le convaincre de lui faire confiance, la rencontre fut brutalement interrompue.
J'étais en train de lui parler lorsque tout à coup j'ai entendu des cris en provenance du restaurant. J'ai alors constaté qu'un vol à main armée était en train d'avoir lieu. J'ai demandé à Gerald Stedham de s'écarter un peu de moi. L'agent arrêta le voleur avant qu'il n'ait eu le temps de s'enfuir. Stedham était muet d'étonnement. Il commença par se demander si les agents avaient monté ce vol de toutes pièces pour le convaincre de coopérer avec eux. Mais lorsqu'il constata que l'arrestation était bel et bien vraie, son attitude envers le FBI changea du tout au tout. C'est là que j'ai réalisé que j'avais gagné sa confiance. Il a vu qu'il avait affaire à quelqu'un de responsable. À partir de là, ça a été assez facile de lui faire comprendre que nous allions tout faire pour le protéger en échange des informations dont nous avions besoin. Stedham accepta enfin de rencontrer les agents du FBI à leur bureau. Pour la première fois, les agents l'entendirent raconter comment Fisher avait planifié le meurtre du jeune David Wilkie. À l'été 1983, Fisher avait demandé à son ancien compagnon de cellule, Stedham, s'il serait intéressé à partager avec lui un montant d'assurance de 100 000 $. Fisher s'occuperait d'acheter la police d'assurance vie si Stedham voulait se charger du meurtre. Malgré plusieurs emplois, Wilkie était fauché et il ne fréquentait plus sa famille. Fisher était persuadé que personne ne remarquerait vraiment son absence. Le plan de Fisher était le suivant. Ils amèneraient Wilkie en Virginie et s'arrêteraient à un belvédère au bord d'une falaise. Stedham n'aurait alors qu'à pousser Wilkie dans le vide pour le tuer. On croirait à un accident. Fisher pourrait ainsi toucher le montant de l'assurance et le partager ensuite avec Stedham. Stedham déclara aux agents qu'il n'avait pas pris Fisher au sérieux jusqu'à ce qu'il apprenne que celui-ci avait bien acheté une police d'assurance vie au nom de Wilkie. Et à ce moment-là, Stedham a dit qu'il ne voulait rien savoir de ce plan. Cela a rendu Fisher complètement furieux, au point où il s'est mis à haïr Gerald Stedham viscéralement. Quelques mois plus tard, quand Stedham avait appris que Wilkie était mort lors d'une expédition de chasse en Virginie, il savait bien que cette mort n'avait pas été un accident. Stedham déclara aux agents que plus tard, Fisher lui avait offert 50 000 $ par la suite pour abattre le tueur à gages Bobby Mulligan. L'informateur croyait qu'il était la prochaine victime sur la liste de Fisher. Le hic de l'affaire, c'est que Fisher haïssait Stedham pour le tuer. Pour qu'on puisse arriver à rejoindre Fisher par l'intermédiaire de Stedham, il fallait que ce dernier lui dise qu'il regrettait sincèrement de ne pas lui avoir remis l'argent du prêt, qu'il était maintenant prêt à payer, quitte à ne lui verser que 100 $ par semaine. Ces paiements toutes les semaines permettraient de mettre Fisher dans de bonnes dispositions à nouveau à l'égard de Stedham. Et Fisher ne détestait pas Stedham au point de ne pas mettre la main sur cet argent. Les agents espéraient ainsi que Stedham pourrait commencer à évoquer ses souvenirs communs avec Fisher. Maintenant que le suspect avait une bonne raison de voir Stedham sur une base régulière, le FBI pourrait tenter d'obtenir des aveux enregistrés. Quelques jours plus tard, Fisher demanda à Stedham de le rencontrer dans un café. L'idée de porter un micro rendait Stedham très nerveux, mais il accepta finalement de s'en laisser poser un. Il était terrifié et inquiet de se faire fouiller par Fisher. Il craignait que sa nervosité ne mette la puce à l'oreille du suspect. On lui a dit de se contenter de dire à Fisher que la compagnie d'assurance l'avait appelé pour l'interroger. De cette façon, Fisher ne penserait pas que la police était sur son cas. Sous le regard attentif des agents qui surveillaient la scène, Stedham rencontra brièvement Fisher. Le suspect ne fut guère éloquent et il évita de parler de l'accident en Virginie. Fisher avait déjà lui-même été informateur et il se douta que Stedham portait un micro. Une fois sortis du restaurant, les deux hommes commencèrent à se disputer âprement. Si les agents intervenaient, c'est Stedham qu'ils perdaient.
Mais s'il ne faisait rien, il courait le risque que le suspect ne commette un autre meurtre après avoir trouvé le micro. Les agents du FBI surveillaient le présumé meurtrier David Fisher et espéraient que leur informateur, Gerald Stedham, qui portait un micro caché, réussirait à obtenir des aveux de sa part. Fisher accepta de revoir Stedham pour toucher son argent, mais manifestement, il ne lui faisait pas confiance. Au grand soulagement de Stedham et de l'agent James Lillard, Fisher ne trouva pas le micro sur son ami. La première fois qu'on a installé un micro sur Stedham et qu'on l'a envoyé parler à Fisher, il s'est montré un peu trop zélé et lui a posé trop de questions suspectes. Fisher s'est alors mis à croire qu'il portait un micro et il l'a fouillé. Heureusement, on avait caché le micro à un endroit où il ne pouvait pas le trouver. Comme Fisher n'avait rien dit pour corroborer les informations données par Stedham, les agents en vinrent à croire que leur informateur leur avait peut-être menti, surtout que cet ex-prisonnier s'était montré très réticent avec eux au début. Le FBI soumit alors Stedham au test du détecteur de mensonges pour évaluer sa crédibilité. Stedham reconnut qu'il avait menti en affirmant que Fisher lui avait offert 50 000 $ pour tuer Mulligan. Fisher lui avait bien demandé de tuer Mulligan, insista-t-il, mais il ne se rappelait pas quelle somme Fisher lui avait promise. Une des choses qu'on a faites pour s'assurer qu'on ne tournait pas en rond, ça a été de soumettre Stedham au détecteur de mensonges. Le fait que les résultats de cet examen n'aient pas été concluants nous portait à croire que Stedham ne nous avait pas tout dit. Mais dans l'ensemble, ce qu'il nous avait dit était vrai. Les agents étaient persuadés que Stedham était leur meilleur atout pour arrêter Fisher, d'autant plus qu'il ne disposait d'aucune preuve matérielle dans cette affaire de meurtre. Mais Fisher, le transporteur de cadavres, était très prudent, particulièrement avec Stedham. Pour que l'affaire progresse, le FBI devrait mettre au point un meilleur plan. Nous avons donc décidé de mettre en scène un événement qui pousserait Fisher à croire que nous le tenions d'une manière ou d'une autre afin qu'il se décide enfin à parler. Les agents se disaient que Fisher serait sans doute un peu moins sur ses gardes si la rencontre avait lieu dans sa propre voiture. Ils entrèrent en action le jour où Fisher demanda à Stedham de travailler avec lui sur un boulot. On disposait depuis peu de téléavertisseurs qui retransmettaient la voix des personnes qui appelaient. On a demandé à une femme de notre bureau d'appeler Stedham, que l'on avait équipé d'un de ses appareils. Notre complice a fait mine d'être la petite amie de Stedham. Elle lui demandait d'appeler immédiatement à la maison. La voiture s'est brusquement arrêtée et Stedham en est descendu. Stedham fit semblant d'appeler sa petite amie, mais en fait, il fit savoir à l'agent qu'il avait bien reçu son message. Quand Stedham remonta en voiture, il dit à Fisher qu'un agent d'assurance avait demandé à le rencontrer relativement à une enquête en cours. Fisher lui fit remarquer que s'il ne disait rien, l'enquête ne progresserait pas puisque le corps du jeune homme avait été incinéré et que tous avaient déclaré qu'il s'agissait d'un accident. Il lui a dit, si quiconque essaye de te faire parler, si des témoins apparaissent, je vais les psh psh. Et c'est ce son qu'on a entendu sur l'enregistrement. On a alors compris que Fisher menaçait de s'en prendre à tout témoin qui interviendrait dans l'enquête. Cet enregistrement était révélateur, mais c'était loin d'être des aveux. Les agents avaient espéré en obtenir davantage. Malheureusement, au cours des semaines suivantes, Fisher évita de rencontrer Stedham. Les agents se mirent alors à la recherche de Mulligan. Tout en étant enregistré à son insu, celui-ci parla à Stedham d'une rencontre entre lui et Fisher après la mort de Wilkie. Mulligan avait dit à Fisher qu'il avait noté tous les détails de l'affaire et qu'il avait confié le document à une personne de confiance pour qu'elle le garde en sécurité.
Si Fisher tuait Mulligan, le document serait automatiquement envoyé aux autorités par la poste. Mulligan refusa toutefois de dire à Stedham ce que contenait ce document et qui le conservait. Puis, peu après minuit, le 16 juin 1986, une femme appela le FBI pour dire aux agents qu'un tueur à gages devait liquider Stedham. Pour le protéger, on l'amena dans un endroit isolé, le temps de découvrir l'identité de la personne qui avait appelé. Deux jours plus tard, les agents firent part de leur découverte à Stedham. La menace de mort provenait de la maison d'une amie de l'informateur. Celui-ci reconnut qu'il avait demandé à cet ami de faire l'appel, mais il déclara que la menace était bien réelle. Il ajouta que son ami de longue date, David Fisher, se comportait soudainement avec lui comme un étranger. Pour Stedham, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Fisher, l'homme qui transportait des corps pour la morgue, projetait de le tuer. Les agents furent déçus de la manigance de Stedham, mais l'agent McDowell savait malgré tout que la vie de son informateur était réellement en jeu. Stedham m'a informé que Fisher, qui avait des relations avec des entrepreneurs de pompes funèbres, avait obtenu de nombreux produits chimiques qui pouvaient être injectés à un individu sans qu'il le sache. Et ces produits pouvaient tuer quelqu'un sans laisser de traces. La seule façon d'assurer la sécurité de Stedham serait de mettre Fisher en garde à vue. Mais pour l'arrêter, les agents devaient amasser des preuves contre lui. À l'automne 1986, un an et demi après le début de l'enquête du FBI, les agents retrouvèrent enfin l'ex-fiancée de David Wilkie en Floride. Elle s'était mariée avec un autre homme depuis le décès de Wilkie et avait pris le nom de son mari. Celle-ci déclara aux agents que Wilkie et elle s'étaient fiancés 6 semaines après leur rencontre et qu'ils avaient prévu aller vivre en Floride. Pour pouvoir amasser un peu d'argent, ils avaient vécu brièvement avec Fisher. Mais après la mort de son fiancé, elle était immédiatement partie vivre ailleurs. Elle ajouta que Fisher la mettait mal à l'aise. En effet, peu de temps avant le décès de son fiancé, Fisher lui avait proposé de le tuer pour toucher le montant de son assurance vie. Tout comme Stedham, elle ne l'avait pas pris au sérieux jusqu'au moment où Wilkie s'était effectivement retrouvé mort. Nous étions très étonnés qu'autant de gens aient su que Fisher était à la recherche de quelqu'un pour tuer Wilkie. C'était incroyable. Je pouvais difficilement m'imaginer qu'il avait approché autant de personnes et leur avait proposé tous ses plans pour le tuer. L'ex-fiancé de Wilkie avait fourni d'autres indices qui corroboraient la version de Stedham. Même si l'agent McDowell trouvait que le dossier de l'affaire n'était pas encore à toute épreuve, il croyait qu'il fallait arrêter Fisher et Mulligan avant qu'ils ne fassent une nouvelle victime. Les risques devenaient de plus en plus grands compte tenu de la personnalité de Fisher. Il approchait quelqu'un, mettait un plan au point et passait ensuite à l'acte. Nous nous disions qu'il nous fallait trouver des chefs d'accusation et l'arrêter pour qu'il ne soit plus en liberté, et la même chose pour Bobby Mulligan. Le 5 novembre 1986, un grand jury de Virginie fit émettre au nom de Fisher et Mulligan le chef d'accusation de meurtre au premier degré. Mais les preuves contre eux étaient toujours contestables. Il ne restait plus qu'une chance à McDowell d'obtenir des aveux de Fisher pour s'assurer qu'il serait jugé coupable lors de son procès. Je voulais vraiment tenter une dernière fois d'obtenir le récit détaillé de Fisher, selon lequel il avait tué Wilkie pour toucher l'argent. Je voulais avoir ses aveux. Et je me disais que le seul moyen d'y parvenir serait de le rendre furieux et de lui faire perdre le contrôle de lui-même pour qu'il dise enfin la vérité. Dans la soirée du 12 novembre 1986, 3 ans après la mort de Wilkie, les agents cachèrent un micro sur Stedham après que celui-ci eut attiré Fisher avec la promesse de lui faire toucher de l'argent facilement.
Stedham lui avait fait croire qu'un garant de caution qu'ils connaissaient tous deux tenait une piste sur un suspect qui avait fait faux bond au moment de se présenter devant le tribunal. Le garant, qui travaillait secrètement pour le FBI, jouait le jeu. Le trio devait se rendre à plusieurs endroits. Notre plan, c'était que le troisième individu descende de voiture à chacun de ces endroits et laisse Fisher et Stedham seuls. Et lors de ces nombreux arrêts, Stedham devait exercer de la pression sur Fisher en lui posant des questions directes. Stedham devait pousser Fisher à bout de sorte que celui-ci finisse par avouer son crime. Mais si Fisher découvrait que Stedham était un informateur, ce témoin important du FBI pouvait se faire tuer à son tour. Le plan du FBI d'arrêter le présumé meurtrier David Fisher avait été mis en branle, même si les agents ne savaient toujours pas s'ils disposaient d'assez de preuves pour faire inculper le suspect. Tous leurs espoirs reposaient maintenant entre les mains de leur informateur, Gerald Stedham. Celui-ci devait porter un micro caché et convaincre Fisher de parler du meurtre. Un garant de caution qui était censé être à la recherche d'un fugitif travaillait en fait secrètement pour le FBI. Quand Fisher et Stedham se retrouvèrent seuls dans la voiture, Stedham se mit à provoquer Fisher comme convenu avec l'agent McDowell. Stedham se trouvait dans la voiture et il avait vraiment fait ce qu'on attendait de lui. Il avait tenté de faire perdre patience à Fisher, au point où il aurait dû perdre le contrôle de lui-même et se mettre à parler. Mais Fisher est plutôt tombé dans un mode de silence complet. Nous savions alors que Fisher était en train de planifier quelque chose. Pour les agents, c'était courir un trop grand risque. Si Fisher découvrait que Stedham portait un micro, toute l'affaire serait en péril. Comme cela avait été prévu avec les agents, à 23 h, Stedham suggéra aux deux hommes qu'ils se rapportent au bureau qui les avait prétendument embauchés. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, les agents du FBI et la police de Charlotte les y attendaient. Il est descendu de voiture et il a dit à Stedham quelque chose comme « Je te verrai plus tard ». Nos unités de patrouille dans le secteur sont parvenues à cerner Fisher. Il ne pouvait pas leur échapper. L'escouade de recherche de fugitifs de la police de Charlotte arrêta Fisher, Stedham et le garant de caution. On ne voulait pas que Fisher se doute que les deux hommes lui avaient tendu un piège. Le deuxième volet de notre plan ce soir-là, c'était de prendre Bobby Mulligan et nous savions où il se trouvait. Après l'arrestation de Fisher, nous avons donc mis en œuvre le scénario de l'arrestation de Bobby Mulligan. Les agents mirent une nouvelle cassette dans l'enregistreuse que Stedham portait sur lui. Comme on lui avait dit de le faire, Stedham passa prendre Mulligan dans une boîte de nuit où celui-ci travaillait à temps partiel. Il était minuit passé quand les deux hommes arrivèrent à une taverne. Stedham convainquit Mulligan de s'asseoir au bar d'où il serait visible par les agents à l'extérieur au cas où il arriverait quelque chose. Lorsque les unités du service de police de Charlotte arrivèrent sur place, les agents leur donnèrent les indications pour procéder à l'arrestation. Pour la sécurité de leur informateur et pour encourager Mulligan à coopérer, ils arrêtèrent les deux hommes. Même si Mulligan et son ancien employeur David Fisher étaient maintenant en détention, les agents avaient encore besoin des aveux de l'un d'eux. On voulait s'organiser pour que David Fisher voie arriver Bobby Mulligan. On voulait que Fisher sache ainsi que Mulligan, le tireur, avait été arrêté lui aussi. Nous souhaitions qu'il se rende bien compte qu'il était cuit. Mais cela ne fonctionna pas.
Fisher refusa d'être interrogé sans la présence de son avocat. Les agents obtinrent alors un mandat pour fouiller la chambre où logeait Fisher. Dans son journal intime, ils trouvèrent la liste de paiements effectués à Mulligan. Dans un placard, ils sortirent 2 coffres forts. Les agents espéraient qu'ils y trouveraient les preuves pour le faire inculper. Ils obtinrent un second mandat pour avoir l'autorisation d'ouvrir les coffres. Dans le premier, ils trouvèrent des documents portant la signature de David Wilkie. C'étaient vraisemblablement les échantillons de signature utilisés par Fisher pour falsifier le formulaire d'assurance vie de Wilkie. Mais il s'agissait là de preuves indirectes. Dans le second coffre, ils ne trouvèrent que des effets personnels, rien qui puisse servir d'indice. Le dossier de la preuve serait malheureusement bien mince lors du procès. Quelques jours plus tard, l'agent McDowell apprit que Bobby Mulligan voulait lui parler. Jusque-là, Mulligan et Fisher n'avaient rien dit. Après quelques jours de réflexion et après avoir consulté ses parents, il semblait que Mulligan avait pris la décision de vider son sac quant à sa participation à ce meurtre. Il croyait qu'il était dans son intérêt d'être le premier à passer aux aveux. Les agents interrogèrent Mulligan dans un bureau de la prison. Celui-ci avoua que la mort de David Wilkie n'avait pas été accidentelle. Mulligan déclara que tout avait commencé lorsque Fisher avait décidé de tuer la fiancée de Wilkie. Fisher avait offert de l'argent à Wilkie afin que celui-ci séduise une jeune femme, qu'il la tue et qu'il réclame ensuite le montant de son assurance vie. Mais Wilkie était tombé amoureux de la jeune femme et il avait refusé de donner suite aux manigances proposées par Fisher. Fisher était furieux. Pour récupérer l'argent qu'il avait prêté à l'adolescent, il avait recruté Mulligan pour tuer Wilkie. Il pourrait ensuite mettre la main sur l'assurance. La déposition de Mulligan corroborait celle de Stedham. Les agents disposaient enfin des preuves qu'ils cherchaient à obtenir depuis plus d'1 an. Mulligan ajouta qu'il avait bien tenté de tout annuler, mais que Fisher exerçait continuellement de la pression sur lui pour qu'il abatte Wilkie. Mulligan déclara toutefois qu'il avait vraiment glissé et fait une chute. Il ne voulait pas tuer Wilkie, seulement le blesser. Il ajouta que c'est Fisher qui avait de fait abattu le jeune homme. Il croyait que ce qui avait achevé Wilkie, c'était le fait que David Fisher ait glissé son doigt dans sa blessure, que ce n'était pas à cause du projectile de son arme à feu. Il croyait donc que Fisher avait commis ce meurtre. Mais malheureusement, il nous était impossible de le vérifier, puisque Fisher avait persuadé la mère de Wilkie, lors d'un appel téléphonique 2 jours après son décès, que son fils avait émis le souhait d'être incinéré. Mulligan ajouta que Fisher lui avait promis la somme de 38 000 $ pour appuyer sur la gâchette, mais que finalement, il ne lui avait remis que 7 000. David Fisher a eu droit à un procès pour meurtre au premier degré, pour complot et pour avoir fait appel à un tueur à gages. Il a écopé de la peine de mort. Mulligan a plaidé coupable au même chef d'accusation et il a été condamné à la prison à vie. J'ai été dans les forces de l'ordre pendant 13 ans avant de devenir agent du FBI. Ce que cette affaire m'a fait comprendre, c'est qu'il existe des individus vraiment mauvais et démoniaques. Ils n'éprouvent aucun remords en leur âme et conscience. Dès qu'on entend quelqu'un dire qu'une situation est suspecte, il faut l'écouter.
Vous devez l'écouter et comprendre ce qu'il veut dire, parce qu'on ne sait jamais quand ça peut être vrai. 11 ans plus tard, le 25 mars 1999, David Lee Fisher a été exécuté par injection. David Wilkie voyait en Fisher un ami intime. Mais pour ce dernier, l'argent importait plus que l'amitié et même la vie. Le jour de son exécution, des hommes sont venus pour assurer le transport d'un cadavre. Et cette fois-ci, c'était celui de Fisher.